Le message vocal durait 43 secondes. Je le sais car je l'ai écouté 4 fois dans le parking souterrain du Palais des Congrès, assise dans ma voiture, vêtue de ma toge universitaire, l'épitoche bleue et les cordons dorés, tandis que la buée se formait sur la vitre de mon téléphone à cause de mon souffle dans le froid de novembre. La voix de ma mère était joyeuse. Pas du tout confuse. Joyeuse. Coucou ma chérie. On est en train de s'installer pour manger. Ta tante a conduit depuis Nice et tu sais comment elle devient si on est en retard pour la réservation. On regardera l'enregistrement plus tard ce soir, promis. Ton père te félicite. Je t'embrasse. C'était tout. Pas de bruit de fond d'autoroute. Pas de bruit de pas de quelqu'un pressé. Juste l'ambiance d'un restaurant, le tintement des couverts, et une femme qui avait confondu un lien de diffusion en direct avec une présence réelle. J'étais à 40 minutes de recevoir mon doctorat en biochimie nutritionnelle. 8 ans de travail, 2 publications, une bourse qui avait payé mon loyer pendant 3 ans pendant que je cartographiais les carences alimentaires dans les zones rurales défavorisées. Ma mère était à la brasserie Lippe pour fêter la promotion de ma petite sœur au poste de directrice régionale des ventes dans un grand laboratoire pharmaceutique. Je l'ai appris via la conversation de groupe familial où ma tante avait posté une photo de la carte des desserts avec 3 émojis flammes. Le cortège académique allait commencer. Je suis sorti de la voiture. Laissez-moi vous demander quelque chose avant d'aller plus loin. Avez-vous déjà été quelque part d'important et réalisé, en plein milieu de votre arrivée, que vous étiez la seule personne à comprendre l'importance de ce moment? Cette saveur particulière de solitude, je la savourais depuis des années avant ce parking. Il a juste fallu un message vocal pour enfin la goûter clairement. J'ai grandi dans une maison où la réussite suivait une échelle mobile calibrée entièrement sur ma sœur, Clara. Clara était magnétique, comme le sont certaines personnes. Un rire sonore, une assurance naturelle, le genre de personne qui entre dans une pièce et la fait se réorganiser autour d'elle. Nos parents ne la préféraient pas consciemment. Je le crois maintenant. Mais la préférence inconsciente a des conséquences qui ressemblent en tout point à la sorte consciente. Le 14/20 de Clara était un triomphe. Mon 16/20 était « Tu as l'air fatiguée ces derniers temps, Margot. Tout va bien ?» Le premier emploi de Clara était un dîner à la brasserie Lippe. Ma bourse universitaire complète était « Tu devrais manger quelque chose avant ton service au centre de soutien scolaire. » Au moment où je me tenais dans la file du cortège à l'université de Lyon, ajustant mon épitoge tandis que les parents des autres prenaient des photos autour de moi, j'avais accumulé une décennie de ces petits recalibrages. Ceux où l'on baisse silencieusement ses propres attentes pour que l'écart entre ce qu'on espérait et ce qui est arrivé ne vous brise pas. Une femme à côté de moi dans la file, plus âgée, en reconversion professionnelle, rayonnant de cette chaleur particulière de quelqu'un qui s'était battu pour être là, a remarqué que je restais seul, sans personne pour s'agiter autour de mon col ou redresser ma tenue. « Votre famille est déjà à l'intérieur ?» a-t-elle demandé. « Ils n'ont pas pu venir » ai-je dit. Elle a touché mon bras brièvement. « Alors on applaudira 2 fois plus fort l'une pour l'autre. » Son nom a été appelé avant le mien. J'ai applaudi de toutes mes forces. Quand ils ont appelé le mien, Margot Voss, docteur en biochimie nutritionnelle et système de santé publique, elle a applaudi en retour depuis l'autre bout de l'auditorium et j'ai traversé cette scène au son d'une inconnue qui tenait sa promesse. La réception qui a suivi avait lieu dans un atrium vitré surplombant les collines lyonnaises. Je me tenais à une table haute avec un verre de vin blanc médiocre, regardant les familles se regrouper, et je me suis dit, j'ai passé 31 ans à essayer de gagner une place au premier rang dans ma propre vie. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la discussion de groupe. Les photos de la promotion de Clara étaient toujours en haut. En dessous, mon message envoyé plus tôt, la cérémonie commence à 14 h. Secteur D, rang 12 à 20. Aucune réponse. Pas même un pouce levé de mon père. J'ai fait défiler tout cela et j'ai ouvert mes mails. Il y avait un message du docteur Philippe Crane de l'Institut Méridien pour la recherche sur les systèmes alimentaires à Nantes. Elle me recrutait depuis 8 mois. Le poste était celui de chercheuse principale sur une étude financée par l'État examinant les vulnérabilités de contamination de la chaîne d'approvisionnement dans les réseaux de distribution alimentaire à grande échelle. En gros, utiliser la modélisation de données pour trouver les failles du système alimentaire avant que les gens ne tombent malades. C'était professionnellement exactement ce vers quoi ma thèse tendait. J'hésitais parce que Nantes signifiait quitter Lyon. Quitter la ville où vivaient mes parents,
quitter l'espoir diffus qu'un jour la situation avec ma famille s'améliorerait silencieusement. J'ai répondu au docteur Crane ce soir-là depuis mon appartement, toujours dans ma robe de remise de diplôme, en mangeant les restes d'une soupe. J'ai accepté le poste. Je lui ai dit que je pouvais commencer dans 6 semaines. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je préparais dans un coin de ma tête depuis 2 ans. J'ai légalement changé mon nom de famille, non pas pour blesser quiconque, non pas comme une déclaration de guerre. Je l'ai changé pour le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, Huldren, parce qu'elle avait été la seule personne de ma famille à me soutenir. Elle était morte quand j'avais 19 ans et m'avait laissé sa bibliothèque et un mot écrit à la main qui disait « Tu vas être extraordinaire. Ne laisse personne te convaincre d'être moins que ça. » Margot Aldrin me donnait l'impression d'honorer quelque chose de réel. Margot Voss avait commencé à ressembler à un rôle dans lequel on m'avait mal distribué. J'ai annoncé à mes parents par un bref mail, clinique, assez chaleureux pour être décent, assez court pour être honnête. J'ai expliqué le changement de nom, le nouveau poste, le déménagement à Nantes. J'ai dit que j'avais besoin de distance pour réfléchir clairement à nos relations. J'ai dit que j'espérais que nous pourrions avoir de vraies conversations un jour. Ma mère a répondu en 3 jours. Elle a dit que Nantes était loin. Elle a dit que Clara traversait un trimestre difficile au travail et qu'elle avait vraiment besoin de mon soutien. Elle a dit qu'elle espérait que je ne faisais pas ça à cause de la remise des diplômes, car ils avaient regardé la diffusion en direct et que cela semblait être une merveilleuse cérémonie. La réponse de mon père était d'une seule ligne, « Tu fais une montagne de rien, comme d'habitude. » Clara n'a pas répondu du tout. J'ai emballé 4 cartons et une voiture pleine de livres et je suis parti vers l'ouest. Nantes m'allait bien, de cette manière fonctionnelle et sans artifice que seuls les environnements adaptés offrent. L'Institut Méridien était un ancien entrepôt réhabilité près des quais, où travaillaient des gens qui s'enthousiasmaient visiblement pour la modélisation de la contamination et l'analyse des failles réglementaires. Le docteur Crane m'a remis un dossier de projet dès mon premier jour et a dit « Nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'infrastructure de la chaîne du froid intermédiaire. Nous ne pouvons juste pas encore le prouver. C'est votre travail. » Je l'ai trouvé en 7 mois. Pas une découverte dramatique. La science l'est rarement. C'était un motif récurrent dans les données de rappel volontaire, croisées avec les rapports d'épidémie et les eurodatages d'audit tiers. Une catégorie spécifique de distributeurs alimentaires régionaux, des entreprises de taille moyenne opérant entre les grandes chaînes nationales et les petits fournisseurs locaux, avaient des structures de signalement qui créaient un angle mort constant de 18 à 22 jours entre le signalement interne d'une possible contamination et la déclaration à l'administration sanitaire. Cette fenêtre était assez longue pour que le produit affecté traverse plusieurs canaux de vente et atteigne les consommateurs. L'un des distributeurs dans notre ensemble de données était une entreprise appelée Voss Family Foods. Je suis resté assise devant ces données pendant longtemps avant de dire quoi que ce soit. Mon père avait discrètement constitué une filiale de distribution alimentaire 4 ans plus tôt, étendant l'activité de biens de consommation familiale à l'approvisionnement régional. Je n'en savais que très peu. Clara l'avait mentionné une fois comme un exemple de l'instinct entrepreneurial de papa. Je ne savais pas, jusqu'à ce que je passe le nom de l'entreprise dans nos données, que Voss Family Foods était l'un des 11 distributeurs régionaux que notre modèle avait identifié comme opérant dans cette fenêtre structurelle à haut risque. Je ne savais pas qu'ils avaient reçu 2 demandes de renseignements informels de l'administration au cours des 18 mois précédents, qui n'avaient pas abouti à des mesures formelles. Ma déclaration de conflit d'intérêts au docteur Crane a pris environ 12 minutes. Elle a écouté, posé 3 questions de clarification, et a dit « Vous êtes récusé de la section recommandations de politique. Pour tout le reste, vous continuez. » Et Margot, merci de me l'avoir dit immédiatement. Ce soir-là, j'ai appelé mon père. Il a répondu à la 2e sonnerie, ce qui m'a surprise. Nous ne nous étions pas parlé depuis 4 mois. Je lui ai dit aussi clairement et factuellement que possible ce que nos recherches avaient découvert. Je lui ai dit que l'administration recevrait probablement notre rapport complet dans les 60 jours. Je lui ai dit que le schéma que nous avions identifié dans la structure de reporting de son entreprise créait une exposition juridique. Je lui ai dit que l'action responsable était de mener un audit interne et de se déclarer proactivement auprès des autorités. Il y a eu un long silence. Alors tu fais ça à cause de la remise des diplômes. Je fais ça, ai-je dit, parce que c'est mon travail et parce que des gens pourraient tomber malades. Les gens ne sont pas malades. Pas encore. C'est tout le but de la prévention. Ma mère a pris la ligne.
J'ai entendu le transfert, le bruit familier du combiné qu'on se passe. Margot, chérie, tu dois comprendre ce que cela ferait à l'entreprise. Ton père a travaillé 30 ans pour construire quelque chose de réel. Tu veux livrer ça au régulateur à cause d'un modèle informatique? J'ai pensé à la femme dans la file du cortège qui avait applaudi pour moi. J'ai pensé aux mots écrits à la main de ma grand-mère. J'ai pensé à la fenêtre de 18 à 22 jours et à ce qui pouvait passer dans une chaîne d'approvisionnement pendant ce temps. Je veux que vous régliez le problème avant qu'il ne le trouve, ai-je dit. C'est toujours une option, mais ça ne le restera pas très longtemps. Mon père est revenu sur la ligne. Nous ne sommes pas venus à ta cérémonie et maintenant tu veux détruire ce que nous avons construit. C'est ça l'histoire. Tu as zappé mon doctorat pour une réservation de dîner, ai-je dit. Et ma voix était stable d'une manière qui m'a surprise. J'essaie de prévenir un événement de santé publique. Ce ne sont pas la même histoire. Il a raccroché. J'ai contacté un avocat spécialisé dans la protection des lanceurs d'alerte en recherche. Le lendemain matin, j'ai tout documenté. Ma divulgation au docteur Crane, la chronologie de ma récusation, chaque communication avec ma famille. L'administration a reçu notre rapport complet 61 jours plus tard. 3 autres chercheurs étaient listés comme auteurs principaux. J'étais listée comme analyste contributrice avec un conflit d'intérêts déclaré. L'enquête a progressé avec l'efficacité silencieuse particulière des agences fédérales lorsque les preuves sont organisées et la piste écrite est propre. En 4 mois, Voss Family Foods avait reçu une lettre d'avertissement formelle, un plan d'action correctif obligatoire, et une amende civile dont mon avocat a expliqué, avec pragmatisme, qu'elle aboutirait probablement à une indemnisation pour lanceur d'alerte une fois la procédure conclue. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je veux être précise à ce sujet, car la version triomphante de l'histoire serait plus facile à raconter et serait aussi fausse. Ce que j'ai ressenti, c'était un lourd soulagement spécifique. Le genre qui ne vient pas de la victoire, mais du travail épuisant d'être cohérente avec soi-même. J'avais fait mon travail. J'avais dit à ma famille ce qui allait arriver. J'avais documenté ma propre position compliquée. Honnêtement, le résultat n'était pas quelque chose que j'avais fabriqué. C'était quelque chose que j'avais simplement refusé d'empêcher. Ma mère a envoyé une lettre. Du vrai papier, une écriture soignée. Il était écrit qu'ils avaient perdu 2 gros clients de la grande distribution. Il était écrit que mon père rencontrait des avocats chaque semaine. Il était écrit que Clara était très bouleversée et estimait que j'avais trahi la famille. Vers la fin, en plus petite lettre que le reste, il était écrit « Je pense à ta remise de diplôme parfois. Je ne sais pas si nous avons compris ce que cela signifiait pour toi. » J'ai lu cette phrase plusieurs fois. J'ai remarqué ce qu'elle était et ce qu'elle n'était pas. C'était une reconnaissance. Ce n'était pas une excuse. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté que ma mère m'ait offerte en des années. Et elle n'est arrivée qu'après que les conséquences ont rendu l'honnêteté abordable. J'ai répondu. J'ai dit que j'étais désolé pour les difficultés auxquelles ils faisaient face. J'ai dit que j'avais essayé de leur donner la chance de les éviter. J'ai dit que j'étais ouverte à des conversations honnêtes, pas à des représentations théâtrales de réconciliation. J'ai signé avec mon nom légal complet choisi, et je pensais aux 2 parties de manière égale. L'indemnisation de lanceur d'alerte, lorsqu'elle est arrivée, était suffisamment importante pour que je fixe le montant pendant un long moment avant d'accepter que c'était bien à moi qu'il était adressé. J'en ai mis une partie en apport pour une petite maison à Nantes, avec un jardin dont je ne sais pas encore vraiment comment m'occuper. J'ai mis une autre partie dans un fonds de recherche à l'Institut Méridien pour les étudiants diplômés issus de milieux ruraux défavorisés étudiant les systèmes alimentaires. Les étudiants qui auraient été moi il y a 20 ans, enchaînant un service au soutien scolaire après avoir reçu une bourse que personne n'a célébrée. Je n'ai pas reparlé à mon père. Ma mère et moi échangeons de brefs mails prudents tous les quelques mois. Clara a envoyé un message l'hiver dernier qui disait seulement « J'espère que tu vas bien ». J'ai répondu que oui. Ces 2 choses étaient vraies. Voici ce que je sais maintenant que je ne savais pas à 31 ans, debout dans un parking dans le froid, écoutant un message vocal pour la 4e fois.